Tous, bonjour à tous. Je vous invite à rentrer, à venir avec nous pour cette première session de High Evolution 2021 en présence de Arnaud Leroy, le président de l'ADEME. Alors, on a vraiment grand plaisir à vous retrouver ici après 1 an et demi d'absence, plus ou moins. On vous a quitté au Parc Floral de Vincennes. On vous retrouve ici du côté de la Villette. Pourquoi d'abord avec une dimension beaucoup plus importante de cet événement qui est finalement conforme à l'émergence de cette filière qui est en pleine accélération. On va parler un petit peu de ça ce matin. Personnellement, je porte un regard depuis 2013 sur cette filière quand on a inventé Evolution en 2013. Et déjà à l'époque, l'ADEME nous accompagnait. La direction régionale de l'ADEME en Occitanie nous avait aidé à monter cette première opération. Depuis, avec GL Events, depuis 2015, ce salon a pris une dimension, une ampleur beaucoup plus importante. Et maintenant que nous avons enfin en France une vraie politique, une stratégie de déploiement de l'hydrogène, nous voyons ici tout ce dynamisme et l'ensemble de ces industriels, de ces acteurs publics qui s'intéressent à cette dynamique de l'hydrogène. Alors, l'ADEME a donc, depuis le début, toujours été aux côtés de High Evolution, événement après événement, mais aussi d'une manière générale aux côtés de la filière, puisque depuis très longtemps, l'ADEME accompagne cette filière hydrogène. Aujourd'hui, ça prend une toute nouvelle dimension, Arnaud. Bonjour à toutes et tous. Ça prend une toute nouvelle dimension, exact. Parce que, vous l'avez dit, il y a une stratégie française assumée et financée. Je pense que c'est important de le dire. Au-delà des frontières de la France, vous avez vu que ça bouge beaucoup en Europe. Donc on voit l'Allemagne avancer vite, on voit des pays aussi, notamment l'Espagne et le Portugal, se doter de stratégies avec des financements qui sont conséquents. Et il y a une volonté de l'Union elle-même d'aller très vite. Donc ça, c'est des réalités européennes qu'on observe. Et on voit aussi que un petit peu plus loin, que ce soit en Asie du Sud-Est, notamment Corée et Japon, qui ont parfois une certaine longueur technologique d'avance. On met là aussi des moyens pour avancer, sans parler de la Chine et aux États-Unis également. Donc on voit qu'il y a quand même un écosystème qui existe, qui se met vraiment en branle sur tous les continents. Donc oui, ça change de dimension. En fait, il y a plusieurs dimensions à ce sujet-là. Il y a une dimension industrielle, une dimension d'innovation et une dimension de transition écologique et énergétique, puisqu'on est en train de transformer notre système énergétique globalement. Et ce qui a été très très bien supporté par l'initiative d'abord européenne, le 7 juillet l'année dernière avec l'annonce du plan européen, et tous ces plans nationaux qui ont été annoncés, la France en septembre de l'année dernière, on a deux dimensions. Et ces deux dimensions, la filière industrielle d'une part et le déploiement des écosystèmes sur lesquels on va commencer à créer un ensemble de systémiques de production et de distribution, sont des sujets qui sont les deux supportés par l'ADEME aujourd'hui. Alors l'État nous a demandé de supporter ces deux aspects avec deux outils différents. Il y a pour les connaisseurs, il y a les appels à projets de l'ADEME classiques qu'on a appelés écosystèmes territoriaux. On en est à la 3e vague et on voit, vous parliez tout à l'heure de dynamique, on voit, et je prendrai des dizaines pour pas me planter dans les unités, on était parti sur une vingtaine de projets, première vague, deuxième vague où nous étions à un peu plus d'une trentaine, et là on est sur la dernière clôture à plus de 50 projets. Donc vous voyez cette dynamique intéressante. Ce qui est aussi important à noter, c'est que l'ensemble des régions de notre pays jusqu'aux plus lointaines, et j'étais en Guyane la semaine dernière où il y a des projets hydrogène aussi, on voit qu'il y a une volonté aussi territoriale, en tout cas des élus locaux, des écosystèmes économiques locaux, de se saisir de ce sujet-là. Donc ça, c'est plutôt très intéressant et positif. Et de l'autre côté, je pense que c'est lié aussi, il faut qu'on fasse attention à ça, à grouper les deux. C'est l'émergence à travers le programme d'investissement d'avenir. Donc là, on est plus sur la brique Inno et avec une volonté industrielle forte de vraiment aussi se doter d'une filière industrielle conséquente, résiliente et cohérente. Donc voilà, on essaye, nous, dans nos appels à projets aussi, de travailler sur cet aspect-là, sur le fameux contenu français, pour justement avoir une filière qui soit structurée avec, et ça c'est important, des démonstrateurs locaux. Et quand je parle de démonstrateurs, je ne dis pas simplement des gros démonstrateurs comme on a pu le faire sur le Power to Gas, mais des choses qui fonctionnent et qu'on puisse montrer éventuellement à des délégations étrangères quand elles cherchent à avoir des vitrines. Donc voilà, c'est important dans la logique du contenu français d'agir ainsi.
Alors, l'une des dimensions importantes de positionnement de ces écosystèmes, c'est aussi de rechercher la massification. Donc, on a quand même un peu passé l'ère du démonstrateur, de prouver que cette technologie a un intérêt. On cherche quand même à avoir des effets d'échelle. Et vous avez ressenti ça dans les projets que vous avez reçus sur les derniers AAP? Oui, on ressent ça notamment par rapport aux puissances, par rapport au nombre de structures qui peuvent être installées. Je pense ici par exemple aux pompes et à l'ambition des projets, parce qu'on sent une maturité. Vous l'avez dit, on est sorti des projets purement démonstrateurs. Donc maintenant, on voit même des briques et des projets qui sont des extensions de premiers projets. Donc on sent que la toile est en train de prendre, et c'est ça le sujet. En tout cas, nous, on s'est concentré, l'entrée qu'on avait prise, c'était quand même sur les usages, et notamment la mobilité. Donc on voit très bien que ça, c'est en train de prendre, et dans les dimensions sur les commandes, tout bêtement, hein, de bus associés à un projet, de bennes à ordures ménagères, de véhicules légers, des choses comme ça. Les chiffres qui sont soumis, en tout cas qui sont adossés aux appels à projets, aux candidatures, sont quand même beaucoup plus conséquents que ce qu'on a vécu par le passé. Et vous parliez tout à l'heure de projets d'envergure. On voit, il y a eu le Zero Emission Valley de la région Rhône-Alpes. On voit des sujets à peu près identiques se profiler, en tout cas dans les dépôts de dossiers en Île-de-France. On voit la même chose en Occitanie sur certains aspects. Donc vous voyez, ça commence à faire tache d'huile sur des choses très structurantes. Oui, alors justement d'ailleurs, est-ce que aujourd'hui l'ensemble des territoires français s'est manifesté on a vu des projets émerger un petit peu partout? C'est assez homogène Oui, c'est assez homogène. C'est assez homogène avec toujours des ambitions portées par les régions. Donc voilà, vous avez des régions qui ont été un petit peu plus en avance. Ça a été visible quand on a discuté du train hydrogène. Il y avait des régions qui étaient en avance et qui voulaient accepter et qui prenaient un risque par rapport à ce train hydrogène. Et on voit sur d'autres aspects, toutes les régions françaises, et vous le voyez d'ailleurs dans le salon aujourd'hui, sont quand même assez présentes sur ce sujet-là. Et il me semble d'ailleurs que certaines régions ont même coordonné leur propre politique d'investissement ou d'aide Oui. au dispositif de l'ADEME. Alors, en tout cas, on travaille en bonne intelligence avec les régions qui mettent aussi parfois, qui ont un plan hydrogène. Hein. Certaines ont voté des plans hydrogène dotés de financement. Il y a des écosystèmes territoriaux industriels qui existent. Hein. Donc, il y a une volonté aussi d'aider par la compétence économique de la région à cet écosystème. Il y a des régions qui rentrent par un autre aspect qui est la décarbonation. Hein. Donc on a tout le sujet, notamment sur la région Hauts-de-France, avec des ambitions d'autoroute à hydrogène depuis la plateforme portuaire de Dunkerque, des choses très structurantes. Un, pour la France dans sa lutte contre le changement climatique et les réductions et abattements de CO2 industriels. Donc là, on a des choses très intéressantes. Donc oui, il y a quand même une volonté de discuter avec l'ADEME pour qu'on puisse affiner les dispositifs, qu'on arrive à faire de la co-instruction, qu'on appelle ça en bon jargon administratif, quand on peut le faire. Et c'était aussi un engagement que nous, on avait pris lors de l'annonce du plan de relance, et le fait qu'il y avait beaucoup plus d'argent disponible, de crédit disponible sur la question hydrogène. Donc moi, j'avais écrit à l'ensemble des présidents de région pour leur proposer justement qu'on puisse travailler, et à la demande du Premier ministre, hein, d'ailleurs, en territorialisant l'aspect appel à projet hydrogène et des choses comme ça. Oui, si on veut optimiser l'ingénierie financière et la bonne utilisation de l'argent public, hein, il faut quand même essayer de coordonner les initiatives. Donc là, on a une bonne visibilité sur ce qui se passe dans le développement de ces écosystèmes, puisque les appels à projets de l'ADEME sont des appels à projets écosystèmes avec des dates de relève, donc vous pouvez communiquer dessus. Pour ce qui est de l'appel à projet briques technologiques, où là on rentre plus dans une logique industrielle, d'innovation, et c'est au fil de l'eau. Donc on n'a pas vu de l'extérieur beaucoup de retours sur l'avancement de cette AAP, mais vous voyez arriver des dossiers, des choses qui sont intéressantes, vraiment stratégiques. Là, on est dans la logique de ce que je vous exprimais tout à l'heure. Hein. L'idée, c'est de voir où l'État peut mettre une béquille pour structurer une filière sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, où on a des faiblesses, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut développer, voilà. Donc, on en est là. Oui, il y a pas mal de projets. On a quand même quelques grands industriels aussi dans ce pays qui s'intéressent fortement à l'hydrogène. On a toute une génération, soit de spin-off de ces grands groupes, soit de start-up dédiées à l'hydrogène. Donc, on n'est pas inquiet là-dessus. La question, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir l'ensemble des briques pour qu'on puisse avoir une filière vraiment française
qui nous permettent de peser aussi à l'international sur le sujet hydrogène. Et est-ce qu'on peut attendre dans les prochains mois quelques résultats un peu publics sur ces appels à projets briques technologiques? Je pense qu'il y aura de la communication, mais ça, nous, on instruit techniquement ces sujets-là. On travaille, vous savez, les PIA, c'est tout une chorégraphie interministérielle qui a son charme. Donc, on va attendre un tant soit peu. Et je pense qu'il y aura une communication au moment opportun par rapport à ça. Alors vous avez récemment, il a été annoncé que les appels à projets allaient être reconduits l'année prochaine. Donc le Conseil national de l'hydrogène a communiqué sur le sujet. C'est quand même un très très bon signe. Ça veut dire que, ou bien ça veut dire que vous n'avez pas eu assez de dossiers avant, ou bien il y a eu tellement de bons dossiers qu'on se dit qu'il faut continuer l'effort. C'est quoi la logique? La logique, en tout cas telle que moi je la vois, parce que moi je dépense l'argent qu'on me donne. Donc si on me donne de l'argent, on fait des choses. Et je pense que c'est utile à la filière. Donc moi j'ai noté, quand on a fait les annonces de la stratégie d'hydrogène française, qu'il y avait, bon an mal an, 10 milliards d'ici 2030. Donc je me dis que chaque année, on devrait pouvoir faire des choses intelligentes et intéressantes. Dans la logique, on a planté les premières graines, il faut faire grossir, il y a des choses qui ne vont pas marcher, qu'il faudra peut-être corriger. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif et je pense que c'est la cohérence aussi dont on a besoin aujourd'hui. Si on veut pouvoir aller de l'avant sur la structuration de la filière, il faut absolument qu'on évite ce qu'on a fait dans d'autres filières dans notre pays. Donc je vous en parle de manière très cash. Si on fait des stop and go comme on a souvent, on va dire, la capacité de le faire dans notre belle République, on aura des difficultés. Donc là, si on part sur une stratégie industrielle, c'est 10 ans de boulot, c'est 10 ans de financement sans à-coup. Donc voilà, donc moi c'est une recommandation que je fais. C'est pas moi qui délie les cordons de la bourse sur le sujet. Par contre, on voit qu'on a un vrai enjeu. On a d'autres enjeux au-delà de la question hydrogène. On a cette transition à construire. Il y a une place pour l'hydrogène là-dedans. On a le sujet du stockage de l'énergie renouvelable qu'il faut toujours pousser et développer. Donc on a intérêt, si on veut tenir cette boussole de la transition aussi, à s'assurer que la filière hydrogène puisse y jouer tout son rôle. Donc ça veut dire la soutenir dans la cohérence et dans le long terme. Oui, il faut passer cette vallée de la mort et donc vous pensez qu'effectivement il faut beaucoup de continuité dans l'effort pour y arriver. Donc ça c'est effectivement une chose très très importante. Je pense que beaucoup de monde parmi les industriels ou les investisseurs apprécieront ça. En termes d'application, qu'est-ce que vous voyez émerger aujourd'hui? On a beaucoup parlé initialement de mobilité lourde avec les bus, maintenant les bennes à ordures ménagères qui commencent à émerger. Qu'est-ce que vous voyez arriver aujourd'hui dans les appels à projets? Parce qu'on sait bien que d'une manière générale, avec l'hydrogène, on a plus une problématique d'offre que de demande. Oui, alors il y a aussi une réalité économique sur aujourd'hui le prix du kilo hydrogène qui reste entre 8 et 12 euros selon les projets qu'on voit passer. Il faut trouver des usagers qui sont prêts à payer 8 à 12 euros, vraiment payer. Donc ça, c'est un premier truc. S'engager sur un minimum de moyen terme aussi, de la part de ces usagers potentiels. Donc ça, c'est aussi un combat sur lequel on doit être tous vigilants. Parce que techniquement, on sait faire des choses. Après, il faut qu'économiquement, ça puisse rouler. Et on voit qu'aujourd'hui, on a certains projets qui ont des questionnements par rapport à ça. On a eu des projets très intéressants, structurants. Et au final, on voit que les usagers, il y a une question relative au coût encore kilo de l'hydrogène, même subventionné. Donc il faut qu'on arrive aussi à être vigilant sur cette question-là. Ce qu'on voit arriver, et ça a été annoncé assez tôt, la question du maritime, donc des usages maritimes assez conséquents. Donc voilà, des projets notamment en PACA, en Corse, qui sont très intéressants, qui permettent de lutter aussi contre la problématique de la pollution de l'air. Donc en gros, c'est lors du passage à quai se mettre dans des choix de combustibles qui émettent pas de SOx ni de NOx, donc, et de CO2 bien sûr, mais en tout cas sur les problématiques de pollution de l'air stricto sensu, c'est SOx et NOx. Donc voilà, donc ça c'est des sujets intéressants. On voit pareil toute la mobilité, j'ai envie de dire industrielle, portuaire, aéroportuaire, qui s'intéresse de plus en plus à l'hydrogène. Se posera la question de l'arbitrage pour les engins de TP, notamment où on a des appels de puissance très forts et on voit que la solution électrique n'est pas nécessairement la plus adaptée.
hydrogène versus bio-GNV, par exemple, où on peut faire des choses peut-être à moindre coût. Il y a peut-être des volontés. Donc, je suis relativement confiant par rapport aux usages variés. En tout cas, nous, ça a été notre approche. Vous savez, l'ADEME, on a vraiment pris cette ligne-là, et je remercie d'ailleurs les équipes de l'ADEME qui sont ici présents ce matin, pour qu'on puisse regarder et qu'on puisse faire émerger le plus grand nombre d'acteurs. Parce que la question de l'usage, il y a aussi des gens qui fabriquent. Alors, je prends toujours cet exemple-là parce qu'on en a parlé beaucoup lors du dernier G7, le fameux vélo à hydrogène de Pragma. Voilà, que certains ne pensaient pas du tout adapté, qui s'avère adapté pour certains usages parce qu'il permet des rotations très longues, notamment pour les gens qui distribuent certains plis. Donc voilà, il y a beaucoup d'usages qu'on voit émerger. Est-ce qu'ils auront une capacité à se démultiplier pour en faire une vraie filière industrielle et économique? Ça se verra dans les prochaines années. Mais il y a quand même beaucoup d'usages qu'on voit émerger, ouais. Et pour conclure, une petite question comme ça, brûle pour point. Quel message vous avez envie de donner à tous les gens qui sont ici, là, maintenant, pour les 2 jours qui viennent? Écoutez, le message, il est positif, dans le sens où on est sur un secteur qui booste. On a une carte à jouer française. On est quand même un pays industriel avec des ingénieurs qui veulent aller de l'avant sur le sujet. Voilà, la vraie question, c'est que ce qu'on voit à travers soit le Conseil national de l'hydrogène ou d'autres groupes, France Hydrogène, et je passe un salut amical à Philippe Boucly, on voit qu'on est sur quelque chose où ce n'est pas larmoyant. C'est quand même assez rare d'avoir des filières industrielles où on tresse un avenir plutôt positif. On a des financements sécurisés jusqu'en 2030. Bon voilà, donc moi j'ai envie de dire, il faut qu'on continue, et je vous invite simplement à déposer des projets. Nous on essaie de faire le boulot de notre côté. Un, pour s'assurer que ça soit instruit correctement, et secondo, d'être avec vous pour expliquer parfois la nécessaire cohérence à donner à ces programmes de financement sur l'hydrogène. Je vous remercie beaucoup Arnaud Leroy. Je vous invite à l'applaudir. Merci, à bientôt. Merci à vous.